Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommet. 130 253 candidats repartis dans 224 centres composent l'examen du PPC. Cet effectif comprend 64 317 filles contre 66 936 garçons. Au plan national, c'est le collège Saint-Jean-Baptiste de Cotonou qui a abrité le lancement officiel des épreuves. Le ministre de l'enseignement secondaire était accompagné pour l'occasion du préfet du littoral, de la directrice départementale de l'enseignement secondaire du littoral et de la première adjointe au maire de Cotonou. On fera le point dans un instant. Ensuite, on parle des océans dans ce 13h au Bénin avec le spécialiste. Quels sont les comportements qu'il faut adopter pour une meilleure gestion des ressources marines? Assurer avec l'océanographe aussi les défis auxquels l'Afrique est confrontée et les solutions pour profiter pleinement des océans dont elle regorge. Et puis enfin au Bénin, juin vermeil est le mois dédié à la sensibilisation et la lutte contre la drépanocytose. Cette campagne nationale justement soutenue par le ministère de la Santé et à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles met l'accent sur le dépistage, l'amélioration des conditions de vie des malades et la lutte contre la stigmatisation. Nous recevons pour mieux savoir sur cette initiative Madame Angèle Alapini, épouse Aïe, présidente de l'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. On parle éducation et vous le savez depuis ce matin, c'est l'examen du brevet d'études du premier cycle qui a été officiellement lancé ce lundi au plan national au collège Saint-Jean-Baptiste de Cotonou. Le ministre de l'enseignement secondaire était accompagné pour l'occasion du préfet du littoral, de la directrice départementale de l'enseignement secondaire du littoral et de la première adjointe au maire de Cotonou. La première justement épreuve a été lancée à 8 heures dans ce centre où ponctualité et sérénité se côtoient pour un bon déroulement de l'examen. Voici le compte rendu. Au collège catholique Saint-Jean-Baptiste de Cotonou, le ministre de l'enseignement secondaire lance l'examen du BEPC au profit de 526 candidats, dont 280 du sexe féminin, répartis par option. Nous avons deux options. L'option allemand, constituée donc de 130 candidats, et en espagnol, nous avons 396 candidats. Ici, aucun cas d'absence ni de retard n'a été signalé. C'est déjà très heureux que ça ait commencé de cette manière. Et j'imagine que ce soit pareil sur toute l'étendue du territoire. Je constate également que les surveillants sont présents en salle et qu'il n'y a pas eu de problème spécifique au niveau des épreuves. Nous avons pu lire que c'est la communication écrite. Le département du littoral, qui abrite le lancement du BEPC au plan national, compte 16 centres de composition pour un total de 13 358 candidats, dont 7 041 filles. Selon la directrice départementale de l'enseignement secondaire pour le littoral, des dispositions ont été prises en amont d'un bon déroulement de l'examen, notamment dans les centres inondables. Il y a quelques semaines, nous avons déjà identifié ces différents centres-là et avec le concours de Monsieur le maire et de tout le conseil, ils nous ont aidés à mettre quelques voyages de sable dans ces établissements-là. Et je crois qu'à la suite, il y avait eu un certain nombre d'aménagements au niveau des toilettes et des salles de classe qui ont été éclairées. Le directeur général de la SBEE a aussi été sollicité pour restaurer l'électricité dans les salles qui l'ont perdue après les travaux d'aménagement. C'est dire, à en croire les autorités, que tout est fait pour que cet examen se déroule dans de meilleures conditions. Rappelons que 132 253 candidats sont concernés par le BEPC 2026. 64 317 filles et 65 936 garçons. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le dimanche 7 juin, justement, la journée africaine des frontières, populations frontalières et sécurité nationale. Construire ensemble un territoire résilient, c'est le thème de cette 16e édition qui coïncide avec le 6e anniversaire de la Semaine des frontières béninoises. Plusieurs activités ont meublé, justement, cette journée, comme le précise le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Djibril Maman Cissé. C'était lors d'un message qu'il a adressé à la population à l'occasion de cette célébration. On l'écoute. Cette commémoration trouve son fondement dans la nécessité
de valoriser les espaces frontaliers en les érigeant en de véritables havres de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. Au plan national, plusieurs activités sont prévues pour marquer cet événement, dont, entre autres, l'organisation dans les communes frontalières de Kéru, Tchaourou, Dogbo, Savalou et Savé d'ateliers sur le rôle de la BGF dans la construction de la résilience au sein des communautés, l'organisation de consultations médicales foraines dans la commune de Tchaourou, la sensibilisation des acteurs universitaires sur les facteurs de vulnérabilité et les mécanismes de résilience communautaire. La Journée africaine des frontières constitue une belle opportunité pour rappeler à la communauté africaine que, loin d'être de simples lignes de démarcation, les frontières doivent servir de passerelle et d'interconnexion entre les communautés. C'est également une occasion pour inviter les États à raffermir leur coopération et à valoriser pleinement les bénéfices de l'intégration africaine. Le thème de cette année vise également à sensibiliser les décideurs, les partenaires au développement, les chercheurs, les acteurs frontaliers ainsi que l'opinion publique sur l'importance d'une gouvernance maîtrisée des frontières, gage de stabilité et de cohésion sociale pour atteindre l'ambition d'une Afrique affranchie des conflits. Au Bénin, sous le leadership du président Romuald Wadaï, le gouvernement s'est résolument engagé, à travers le programme de gestion intégrée des espaces frontaliers, à réduire les vulnérabilités des populations frontalières et à consolider leur résilience. Plusieurs projets et programmes seront orientés vers nos frontières pour accroître le vivre ensemble et le sentiment d'appartenance à la nation. La communauté internationale célèbre ce lundi 8 juin l'édition 2026 de la Journée de l'Océan. Elle est instaurée en 1992 à l'issue du sommet de Rio et vise à faire du 8 juin de chaque année une occasion de sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans et de leurs ressources. Le thème de cette édition est réimaginer au-delà du monde que nous connaissons une nouvelle relation avec notre océan. Reçu par téléphone dans notre émission Actu Matin de ce lundi 8 juin 2026. Docteur Babette Christelle Chonang, océanographe, revient justement sur ce que l'Afrique devrait tirer de ses océans. On l'écoute. Les océans sont aujourd'hui sous forte pression, il faut le dire, voilà. L'océan aujourd'hui, eux, ils absorbent plus de 90% de l'excès de chaleur, voilà, généré par le changement climatique, oui, et également environ 25% du carbone que émettent les activités humaines au quotidien. Donc cela vraiment contribue aujourd'hui à limiter le changement climatique. Mais en contrepartie, voilà, les océans se réchauffent. Eux, ils absorbent notre chaleur, mais ils se réchauffent en retour. Ils s'acidifient et voilà, ils perdent progressivement de leur oxygène. Voilà. Donc, on peut ajouter à tout ça la pollution, la surexploitation des ressources marines comme la pêche, la dégradation de nos écosystèmes côtiers. Donc, les océans continuent de nous rendre d'immenses services, mais ils ont besoin aujourd'hui d'une gestion, voilà, plus durable et fondée sur la science. Je pense que la prise de conscience en Afrique, elle est progressive, mais reste encore beaucoup insuffisante. Ah oui? Voilà, aujourd'hui en Afrique, on a plus de 30 000 km de côte, de lignes de côte, voilà, cette partie qui sépare la terre de l'océan, et également on a d'immenses activités économiques qui se passent autour de nos côtes. Pourtant, nous parlons très souvent davantage de ressources terrestres que du potentiel économique que nous renvoie voilà, l'océan. Donc, l'océan, voilà, ça soutient notre pêche au quotidien, le transport maritime, le tourisme, voilà, l'énergie et toutes les infrastructures qu'on peut citer. Mais en Afrique, on n'arrive pas encore vraiment à lier ces activités-là à l'importance de l'océan ou bien encore à l'impact de l'océan, alors que mieux connaître la valeur de l'océan est essentiel pour continuer de protéger et mieux exploiter durablement nos ressources marines. Donc voilà.
Et sur le même sujet, cette journée se propose aussi d'informer sur ces enjeux, susciter l'envie d'adopter un comportement durable pour une meilleure gestion des ressources marines. L'océanographe revient aussi sur les défis auxquels l'Afrique est confrontée et les solutions pour profiter pleinement des océans dont elle regorge. Suivez plutôt. Dispose aujourd'hui de scientifiques compétents. Moi, je suis africaine, je viens du Cameroun, voilà. Il y a pas mal aussi d'autres scientifiques, notamment au Bénin, avec la chaire UNESCO, SIGMA, compétents dans le domaine de l'océanographie. On a pas mal aussi d'universités aujourd'hui qui sont en train d'emboîter le pas et davantage se concentrer sur voilà, les questions océaniques. On a également des centres de recherche, voilà, et qui participent à de nombreux programmes internationaux d'observation des océans. Mais je dois le dire également qu'il existe encore des lacunes en matière d'infrastructure, d'accès aux données océaniques, notamment les données de terrain ou encore les données que nous renvoient les satellites et même les moyens, parce que ça demande beaucoup d'argent, les moyens d'observation de ces données-là et la capacité de les utiliser. Donc on a également cette limitation-là au niveau de la capacité de calcul. Donc la question aujourd'hui n'est pas que nous ne savons rien, mais plutôt que nous devons renforcer nos capacités ou encore davantage travailler cette prise de conscience depuis la tête de nos États jusqu'à la dernière personne pour produire davantage de connaissances localement qui répondent voilà, aux besoins de la population et aux besoins de l'environnement. Je pense qu'on profite un peu. On profite un peu, pas totalement, parce que pour commencer à profiter, il faut d'abord comprendre. Tu vois un peu, il faut comprendre pour mieux en profiter, mais nous sommes encore dans un contexte où la prise de conscience, elle est lentement. Voilà, ça se fait au niveau déjà de pas mal d'institutions de plusieurs pays, notamment en Afrique du Sud aujourd'hui. Ils ont des systèmes de prévision. Ça se fait au niveau du Bénin. On a pas mal d'études qui sont faites, des études océaniques, même au niveau de la dégradation de la côte ou bien au Togo. Mais c'est un pays, eux, ils prennent déjà du pas, mais beaucoup d'autres pays restent encore en arrière. Voilà, pour emboîter ce même pas-là. Donc, c'est pour dire on ne profite pas encore pleinement. Je pense qu'on ne profite pas encore pleinement de ce que nous renvoie l'océan et de même l'importance de cet océan-là. Et puis dans la suite de cette édition, on évoque un autre sujet au Bénin. Juin vermeil est le mois dédié à la sensibilisation et à la lutte contre la drépanocytose. Cette campagne nationale soutenue par le ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles met l'accent sur le dépistage, l'amélioration des conditions de vie des malades et la lutte contre la stigmatisation. Et pour en parler justement, je suis avec Madame Angèle Alapini, épouse Aïe. Elle est la présidente de l'association Mains Unies des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Madame Angèle Alapini, épouse Aïe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Au passage, vous êtes aussi la directrice départementale de l'énergie, de l'eau et des mines de l'Atlantique. Vous êtes co-initiatrice de Juin vermeil, mois de la drépanocytose. Allez, dites-nous pourquoi consacrer tout un mois pour la lutte et la sensibilisation sur la drépanocytose. Merci, monsieur le journaliste. La drépanocytose, comme vous le savez, est une maladie génétique. Et c'est la première des maladies génétiques au monde, mais elle est encore méconnue, et pas assez connue. Les manifestations, le mode de transmission, ou certains qui souffrent de cette maladie sont cachés par leur famille, ne veulent pas que d'autres sachent qu'ils ont des enfants comme ça, donc ça fait une honte pour la famille. Et on donc, ne supporte pas d'exposer les enfants au regard des autres. Voilà. Donc, il y a tout ça qui compte et aussi, elle n'est pas encore suffisamment financée. Et il faut qu'on puisse corriger, améliorer tout ceci. Et donc, Juin vermeil a été initié pour que durant tout un mois, au lieu que ce soit que le 19 juin qui est dédié à la drépanocytose, que ce soit tout un mois
pour mieux éduquer la population sur la maladie, ses manifestations, et mobiliser les ressources, déconstruire les tabous autour de la maladie, mieux sensibiliser, comme je l'avais dit, et ensuite briser le silence et, comme on dit, fédérer les communautés autour de cette maladie-là, les associations, tous les acteurs. le monde professionnel de la santé et d'autres décideurs et tout, pour pouvoir plaider à cette sensibilisation-là auprès des gouvernants, pour qu'ils puissent mieux financer la prise en charge de cette maladie-là, parce qu'elle est coûteuse, et sensibiliser davantage sur toute l'étendue du territoire pour que les jeunes puissent prendre conscience de leur statut et éviter les unions à risque. Donc voilà pourquoi tout un mois est dédié, parce qu'un seul jour ne pourrait suffire pour cela. Alors, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, la drépanocytose reste parfois mal comprise, vous l'avez relevé tout à l'heure, mais quelles sont aujourd'hui les idées reçues les plus fréquentes que vous combattez? Il faut dire que la drépanocytose, dans certaines communautés, est considérée comme une malédiction, et la femme est soupçonnée de donner que des enfants malades. Il y a aussi que la population dit que la maladie, ceux qui souffrent de cette maladie ne peuvent pas vivre longtemps. Ils ne dépassent pas l'âge adulte, donc ils ne peuvent pas vivre plus longtemps. Et aussi, il y a le poids psychologique qui pèse sur les familles, c'est-à-dire les accompagnants qui sont tout autour de ces malades, qui ne supportent pas de voir les enfants souffrir. Donc les idées, c'est déjà à peu près ça, l'enfant ne vit pas au-delà de son âge, et puis aussi que c'est une perte que de d'entretenir un enfant atteint de la drépanocytose. Il ne servirait à rien de mettre les moyens dedans. C'est ça. Donc, c'est pas vrai. C'est une maladie génétique, et donc qui se transmet de parents, je dis de parents à enfants. Donc les deux parents se mettent ensemble, ayant des gènes malades ou des gènes mal formés de part et d'autre, se mettent ensemble pour donner un enfant atteint de la drépanocytose. C'est pas la responsabilité d'un seul parent, ou bien la responsabilité, c'est la responsabilité ou généralement de la femme. C'est la responsabilité des deux parents. Donc ce n'est pas une maladie à considérer comme maladie mystique ou bien une malédiction, non. Donc c'est bien documenté scientifiquement. Bien sûr. Alors quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les personnes vivant avec la drépanocytose et les familles au quotidien? La drépanocytose, comme vous le savez, se manifeste la plupart du temps par la douleur chronique. C'est-à-dire que la douleur qui survient subitement et auquel on n'est pas forcément, auquel on n'est pas forcément préparé, et qui est insoutenable pour celui qui souffre de la maladie. Et en dehors de ça, il y a les infections, il y a les infections auxquelles ces malades, l'anémie chronique auxquelles ces malades sont confrontés, qui sont les défis auxquels ils doivent faire face à chaque instant. Il y a le regard des autres qui les stigmatise, c'est-à-dire que un enfant a un problème. Voilà, un enfant a un problème qui ne peut pas vivre plus longtemps que nécessaire, qui fait que cette maladie devient un poids psychologique lourd pour ceux qui en souffrent
et leur famille. Ensuite, il y a aussi ce fardeau, cette charge mentale que portent les accompagnants, c'est-à-dire ceux qui vivent avec ces maladies, leur famille, ou leurs tuteurs, ceux qui vivent avec eux. Donc il y a tout cela qui constitue un défi énorme à relever. Et c'est vraiment au quotidien. Hein? Oui, c'est au quotidien que ces malades vivent, ou ces malades et leurs parents vivent ces défis-là. C'est au quotidien. Et il faut reconnaître qu'il faut vivre avec la maladie. Quand on est avec, comme on dit, on n'attrape pas cette maladie, on est avec. Et quand vous naissez avec, vous devez pouvoir vivre avec cette maladie-là. Et voilà, donc ce sont là quelques défis. Le dépistage du génotype est souvent présenté comme un outil essentiel de prévention. Selon vous, comment encourager davantage les jeunes, justement, à connaître le statut avant de s'engager dans une vie de couple? Il faut dire que c'est vrai que c'est une grosse problématique. Le dépistage est le moyen de prévention le plus sûr que nous avons, c'est-à-dire que les jeunes doivent pouvoir se dépister pour éviter des unions à risque. Et donc pour les amener à, comme on dit, s'habituer ou souscrire à ce dépistage, on doit continuer à faire les sensibilisations, à, comme on dit, parler le langage des jeunes aujourd'hui par les réseaux sociaux, faire des témoignages, parce que ce n'est pas évident qu'on comprenne ce que vivent ceux qui ont la maladie, et donc faire des témoignages sur les manifestations de la maladie et amener les jeunes à se faire dépister. Aussi, il faut qu'on puisse arriver à déconstruire, c'est-à-dire dédramatiser la maladie ou le dépistage, et ouvrir le dépistage davantage pour que comme on dit, le coût financier ne soit pas un blocage, et aussi que on puisse instaurer cela à l'entrée à l'université, par exemple, ou bien dès que l'enfant a 12 ans, on puisse, parce qu'il faut le reconnaître, à partir de 6 mois, on peut déjà connaître le statut de son enfant. Donc à partir de 6 mois, on peut déjà connaître le statut de son enfant. Et donc les parents sont exhortés à déjà penser à ça depuis la naissance. Et ensuite, si ce n'est pas fait, les jeunes aujourd'hui doivent, quel que soit leur âge, je dis les jeunes, quel que soit leur âge, doivent aller vers le dépistage pour connaître leur statut, parce que s'ils attendent le jour du mariage, c'est trop tard. Alors pourquoi on insiste sur cet aspect? Pourquoi on demande aux jeunes de le faire avant de s'engager dans une relation? Et ça dit que si on le fait et que le résultat est positif, il faut demander à ces jeunes de se séparer? En fait, on le dit de le faire avant le mariage, parce que c'est très important de connaître son statut et de demander celui de son conjoint avant même de se mettre ensemble. Parce que le problème, c'est quand vous voulez faire des enfants. Quand il faut faire des enfants, vous risquez, si vous êtes porteur de traits, vous risquez de donner la maladie en vous unissant à un autre porteur de traits. Et pour éviter ça, il vaut mieux connaître son statut. Comme on le dit, connaître aussi son statut, c'est un acte d'amour. Donc il faut forcément connaître ce statut-là avant de se mettre avec quelqu'un, avant même de commencer par s'amouracher avec qui que ce soit. Il ne faut plus se mettre ensemble et dire, bon, on peut être en train de s'amuser en attendant. Dès qu'une grossesse sort, c'est à risque. Il faut aussi permettre de déconstruire la confusion qui se fait entre le porteur de traits AS ou AC et l'être malade qui est SS ou bien SC. Il faut éviter de faire cette confusion-là. Certains sont
AS et parce qu'ils ils souffrent du rhumatisme, ils pensent qu'ils sont drépanocytaires. Non, ils ne sont pas drépanocytaires. Les drépanocytaires sont les SS, les SC ou bien les S-bêta. Voilà, ceux qui ont les deux premiers sont les plus constatés chez nous ici. Donc, il est important que les jeunes aillent faire ce dépistage-là pour connaître leur statut et éviter les unions à risque. D'accord. Puisqu'on a consacré tout un mois à la maladie, quelles sont les activités qui sont prévues au cours de ce mois? Au cours de ce mois, nous prévoyons un certain nombre d'activités qui commencent principalement le 1er juin. Le 1er juin est consacré à la journée de l'arbre, comme vous savez, et nous profitons de cette journée-là pour lancer le mois de la drépanocytose parce que l'arbre, l'environnement a un lien avec la drépanocytose. Un environnement sain, une atmosphère pure aide le drépanocytaire à avoir de l'oxygène pur et dans l'espace qu'il côtoie. Et donc, nous commençons par le 1er juin, cette activité-là, avec le ministère de l'Environnement et principalement la direction générale des eaux, forêts et chasse, qui accompagne souvent cette activité-là. Ensuite, nous fêtons les donneurs de sang parce que la drépanocytose a un lien avec, comme vous savez, l'anémie est l'une des manifestations de la drépanocytose. Et donc, tous les donneurs sont remerciés, tous les donneurs sont les sauveurs de vie des drépanocytaires. Donc, nous avons initié de soutenir et d'encourager les donneurs à la fête du 14 juin de chaque année. Ensuite vient la date même de la célébration de la journée de lutte contre la drépanocytose qui est le 19 juin. À cette date-là, nous allons dans les centres de prise en charge, en collaboration avec les centres de prise en charge, nous réalisons des activités de sensibilisation, d'écoute, d'accompagnement des familles. Cette année, nous allons le faire encore dans les centres et en plus de ça, aller vers les centres où le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles veut implanter les centres pilotes du PEN+. Donc nous irons dans ces centres-là pour faire la sensibilisation principalement à l'endroit des familles et des patients. En dehors de ça, le 20, nous marchons contre la drépanocytose et tout le Bénin marchera, tous les départements marcheront contre la drépanocytose. Et au cours de cette date-là, au cours de cette marche-là, nous allons faire le dépistage gratuit dans les 12 départements et faire le don de sang aussi. Donc voilà les activités qui sont prévues. En dehors de cette date phare, nous faisons des sensibilisations dans les lieux publics, nous faisons des sensibilisations dans les marchés. Et il y a des activités médiatiques comme celles que vous nous permettez de faire aujourd'hui pour sensibiliser davantage. Merci à vous, Madame Angèle Alapini, épouse Aïe. Vous êtes la présidente de l'association Mais Unie des familles engagées dans la lutte contre la drépanocytose. Je voudrais remercier pour finir le ministère de la Santé qui accompagne les associations dans cette initiative à travers le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles. Je vous remercie. Merci. Cette édition se poursuit. Les Béninois ont désireux de s'offrir des formations universitaires diplômantes en technologie et globalement dans les métiers du numérique n'ont plus de soucis à se faire. Le Bénin, à travers CMICT Institute of Technology and Innovation, vient de s'engager avec Sorbonne Université de la France par le truchement de l'accord cadre de coopération, lequel accord prend en compte plusieurs axes majeurs dont la formation, la recherche et les publications scientifiques, la mobilité académique, etc. La signature de cet accord a eu lieu justement à Cotonou, dans la salle de conférence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Voici les images.
Cet échange de parapheurs et cette poignée de main en disent long sur ce que le Bénin, à travers S-City, Institut de technologie et d'innovation de Semé-City, entend gagner de la France à travers Sorbonne Université. Les deux institutions désormais partenaires viennent ainsi de sceller une alliance qui favorise la coopération et le partage d'expériences. C'est précisément donc le sens du partenariat que nous consacrons aujourd'hui. Et d'un côté, City, véritable laboratoire d'avenir, constitue un écosystème unique en Afrique où se rencontrent l'enseignement supérieur, la recherche, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'industrie. Et de l'autre côté, Sorbonne Université, qui porte depuis des décennies les valeurs d'exigence académique, d'innovation scientifique et d'ouverture. Cet accord cadre s'articule principalement autour de la formation dans les domaines notamment de l'intelligence artificielle, des sciences de l'ingénieur, du numérique et des énergies renouvelables. Nous partageons une vision commune que nous souhaitons insuffler au travers de notre partenariat, celui d'apporter notre pierre à l'édifice en formant la jeunesse. C'est vraiment un grand plaisir d'assister à cette signature de l'accord qui va concrétiser des formations diplômantes. En dehors de la formation, la recherche et l'innovation, la mobilité académique, le renforcement de l'entrepreneuriat et la validation de la recherche constituent également des axes importants de ce partenariat. La convention que nous signons aujourd'hui institue un cadre structuré et multidimensionnel qui va permettre la mobilité des enseignants et des étudiants, et dans les deux sens, qui va permettre aux enseignants de travailler ensemble, de mener des projets de recherche et de publier, ce qui est très important pour nous. Le ministère de l'Enseignement supérieur et le ministère de la Transformation digitale promettent de prendre toutes les dispositions pour accompagner la mise en œuvre effective de cet accord et d'en garantir le succès. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information à 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, il faut continuer. Portez-vous bien et à très bientôt.